Alors, quelques généralités importantes sur la gamétogénèse. Alors, 4 caractéristiques propres à la gamétogénèse, que ce soit donc la gamétogénèse mâle ou femelle. Donc, caractéristique numéro 1, c'est que il existe une lignée germinale. Donc, ce sont les cellules germinales primordiales, qu'on peut d'ailleurs détecter très précocement au cours de l'ontogénèse. Je ferai une petite vidéo pour développer un peu ce que c'est l'ontogénèse. Et ces cellules germinales primordiales peuvent être détectées grâce à leur morphologie particulière et aussi grâce à leur charge élevée en phosphatase alcaline. Donc voilà, l'existence de cette lignée germinale indifférenciée primordiale, c'est une caractéristique propre à la gamétogénèse. Deuxième caractéristique, c'est l'évolution de cette lignée germinale primordiale qui va aboutir finalement à une forme haploïde. Donc qui dit forme haploïde dit qu'il y a forcément réduction chromatique. Troisième caractéristique, c'est ce qu'on appelle la cytodifférenciation. Donc on remarquera que que les cellules mâles ou femelles sont morphologiquement très différentes en fonction du sexe de l'organisme dans lequel ils évoluent. Donc on verra qu'il y a quelques petites choses à ajouter là-dessus sur cette cytodifférenciation. Chez l'homme, la cytodifférenciation mâle s'appelle la spermiogénèse, à ne pas confondre avec la spermatogénèse. Enfin bref, on reviendra plus en détail là-dessus, je vous le promets tout à l'heure. Et puis la cytodifférenciation ne se passe pas aussi en même temps. La cytodifférenciation mâle se produit après la méiose et la cytodifférenciation femelle se produit avant la méiose. Je vous le dis un peu avant pour anticiper. Et quatrième caractéristique, c'est la destinée de ces cellules germinales qui, en fait, les cellules germinales, leur but, leur objectif, c'est quoi? C'est finalement subir la fécondation. Donc la fécondation des deux gamètes qui permettra de rétablir la diploïdie. Donc, 1. Existence de la lignée germinale. 2. L'évolution propre de cette lignée germinale vers des cellules haploïdes. Le principe de cytodifférenciation et la destinée de ces cellules. Ça, ce sont 4 caractéristiques propres de la gamétogénèse. Et d'ailleurs, la gamétogénèse, je ne vous l'ai pas dit, mais ça présente une assez grande uniformité de caractère dans tout le règne animal. Ça veut dire qu'en fait, c'est très proche, on soit un homme, un escargot, vous avez compris. À retenir une assez grande uniformité de caractère dans tout le règne animal. Donc je vous ai dit qu'il y a 4 caractéristiques principales, mais ce que je dois vous dire aussi, c'est qu'il y a 4 grandes étapes. Donc je vais vous le donner dans un certain ordre, mais chez l'homme et la femme, ça diffère. Donc, chez l'homme, ça se passe comme ça. C'est mitose, ensuite accroissement et duplication d'ADN, 3 méiose et 4 cytodifférenciation ou bien spermiogénèse, comme je vous l'ai dit, ou bien différenciation cellulaire. Cytodifférenciation, cytocellule différenciation, donc cytodifférenciation, différenciation cellulaire, ça veut dire la même chose. Et puis, on l'appelle aussi spermiogénèse. À ne pas confondre encore, je vous le dis encore, avec la spermatogénèse. La spermatogénèse, c'est la gamétogénèse mâle. La spermiogénèse, c'est la dernière étape de la spermatogénèse. D'accord? Voilà. Donc, chez la femme, la cytodifférenciation, qui elle est plus d'ordre biochimique que morphologique, on y reviendra, la cytodifférenciation femelle. Donc je ne sais pas comment on peut l'appeler, si vous avez un nom spécial, vous pouvez toujours le mettre en commentaire, ce sera toujours cool. Mais la cytodifférenciation chez la femme se produit avant la méiose. Chez l'homme, la cytodifférenciation ou spermiogénèse, c'est après la méiose. Donc voilà. Spermatogénèse, je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous disant que la formation des gamètes mâles a été décrite pour la première fois dans le testicule d'un ver de terre Ascarsis, qui est un nématode parasite. Donc je vous le dis et je le souligne bien parce qu'en soirée, ça peut toujours être cool de ressortir ça. Et d'ailleurs, ça s'est passé en 1980. Donc voilà. Maintenant, si on s'intéresse à l'être humain. Donc le lieu de la spermatogénèse, vous l'avez tous compris, c'est dans les testicules. Enfin, voilà. Mais plus précisément,
Voyons ça un peu plus en détail. C'est que donc tu as les testicules qui sont dans le scrotum. Ils sont situés dans le scrotum. Hein? Et puis, il y a un muscle qui s'appelle le dartos, D-A-R-T-O-S. C'est lui qui fait remonter les testicules lorsqu'il fait froid ou lors de l'excitation sexuelle. Et donc, chacun de ces testicules est coiffé par ce qu'on appelle l'épididyme. Et de l'épididyme va sortir un canal déférent. Donc, un canal déférent par testicule. Ne pas confondre avec les canaux efférents. Donc, regardez bien. Testicule enveloppé par l'épididyme, canal déférent. Pour l'instant, c'est assez clair. Donc, il existe aussi des glandes annexes qui produisent le plasma séminal. Parce que, en fait, dans le sperme, il n'y a pas que des spermatozoïdes. S'il n'y avait que des spermatozoïdes, ça ne pourrait pas fonctionner. En fait, il faut autre chose. Il faut un plasma séminal. Et puis, ce plasma séminal, il est sécrété grâce à ces glandes annexes, hein, donc, qui sont, entre autres, les glandes de Cooper, les glandes de Tison, les glandes de Littré et les 2 vésicules séminales. Je ferai sûrement une vidéo pour expliquer ça un peu plus en détail. Mais on retient, il faut savoir que le sperme, c'est constitué de spermatozoïdes et de plasma séminal. Plasma séminal étant indispensable à la fécondation, d'ailleurs. Ouais. Et puis dans 1 millilitre de ce qui est éjaculé de ce sperme, vous avez 60 millions de spermatozoïdes. Donc en fait, quand un homme a un rapport sexuel et qu'il éjacule, en fait, il y a plus de spermatozoïdes que la population entière de la France peut éjaculer. Donc voilà, 60 millions de spermatozoïdes dans 1 millilitre d'éjaculat. Petite remarque en fait, donc ça c'est une petite dédicace, on va dire, parce qu'un jour il y a une fille qui m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe si un homme urine en même temps qu'il éjacule ou un truc comme ça? Si un jour il y a quelqu'un qui vous pose le même genre de questions, vous pouvez lui parler de l'existence d'un sphincter qui existe et dont la fonction est d'empêcher le mélange entre l'urine et le sperme. Et donc voilà, donc il y a un sphincter il y a un sphincter dédié à ça. Et donc si vous connaissez le nom de ce sphincter, vous pouvez toujours le mettre en commentaire. Et ce serait super. Voilà. Ça, c'était une petite remarque. Donc, paf. Maintenant, je vais vous parler de... Donc, ce qui entoure le testicule, c'est la gaine albuginée. C'est un tissu conjonctif qui est doublé par une tunique très vascularisée, qui est un épithélium germinatif. Et en fait, voilà, cet épithélium germinatif, il envoie à l'intérieur du testicule des septa. Et les septa, ils divisent le testicule en 200 ou 300 lobes. Et dans ces lobes, il y a les tubes séminifères. Donc chaque lobe, donc environ 200-300 lobes par testicule, et dans chacun de ces lobes, il y a 1 à 4 tubes séminifères. Et les tubes séminifères, ils vont particulièrement nous intéresser parce que c'est le lieu de la spermatogénèse. Voilà, enfin, on y arrive. Donc tu as des tubes séminifères dans les lobes testiculaires. Hein. Et puis, ces tubes séminifères, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont finir par s'anastomoser un point précis qui s'appelle le rétistis. Hein, ils vont les... Donc, excusez-moi, je me suis trompé. En fait, c'est les tubes séminifères, hein, dans lesquels c'est le lieu de la spermatogénèse. Les tubes séminifères, ils vont se transformer, ils vont aboutir en ce qu'on appelle des tubes droits. Je suis désolé, il n'y a pas de schéma. Je serais sûrement une autre vidéo avec plus de schémas, mais bon, ça me semble pas trop compliqué à comprendre. T'as les tubes séminifères Qui aboutissent en tubes droits, et les tubes droits, ils vont venir s'anastomoser dans un point spécial qui s'appelle le rétistis. Et à partir du rétistis, tu vas avoir des canaux efférents. Donc des canaux efférents sont au niveau de l'épididyme. Et puis, qu'est-ce qui sort de l'épididyme? Un canal déférent, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Un canal déférent par testicule. Voilà, bon, il n'y a pas de schéma, mais il me semble que c'est pas trop mal clair. Donc voilà. Donc, maintenant, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit dans le tube séminifère, tu as la spermatogénèse.
La spermatogénèse, c'est un phénomène centripète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, c'est un phénomène qui commence au niveau de la périphérie et qui se termine dans la lumière, à l'intérieur du tube séminifère. Donc voilà, donc qu'est-ce que tu as en fait à la périphérie? Quand je dis la périphérie du tube séminifère, en fait c'est la lame basale. Tu vois, la spermatogénèse commence au niveau de la lame basale et elle se finit vers l'intérieur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc autre remarque intéressante, c'est que tu as ces tubes séminifères là, et ben autour il y a des cellules musculaires lisses, myoïdes, dont le but c'est donc quand elles vont se contracter, elles vont permettre le déplacement des spermatozoïdes le long des tubes séminifères. Mais comment ils vont se produire, les spermatozoïdes? Donc en fait, tu as plusieurs étapes. Ça commence par les spermatogonies, ensuite les spermatocytes 1, ensuite les spermatocytes 2, les spermatides arrondis, puis les spermatides allongés. Donc ça, c'est pour ce qui est... Donc je vais vous expliquer un peu les... Parce qu'en fait, c'est un cycle de 74 jours, la spermatogénèse. 74 jours. Et je vous ai expliqué, j'ai des moyens mnémotechniques et tout pour retenir les spermatocytes, spermatogonies et tout. Donc c'est bien, tu as les cellules germinales qui vont bien nous intéresser et qui vont donner les spermatozoïdes. Hein. Et puis tu as les cellules de Sertoli aussi dans les tubes séminifères. Les cellules de Sertoli, c'est des cellules qui sécrètent des hormones, donc des cellules endocrines. Hein. Et puis, pas seulement, en fait, parce que les cellules de Sertoli, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi les cellules nourricières. Ça veut dire qu'elles vont permettre de nourrir, en fait, les cellules germinales. Et c'est pas super étonnant dans le sens où, en fait, ces cellules de Sertoli, qui ont un gros noyau, d'ailleurs, et ben en fait, elles entourent, en fait, elles embrassent un peu, je sais pas comment. C'est ça, en fait. Voilà, elles entourent, elles sont accolées à la lame basale du tube séminifère. Elles ont un cytoplasme abondant et elles possèdent des ramifications. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Les cellules de Sertoli possèdent des ramifications qui entourent les cellules germinales. Et donc, du coup, c'est pas inintuitif. On va dire que voilà, les cellules de Sertoli, elles ont un rôle nourricier. Elles n'ont pas seulement un rôle nourricier, elles ont aussi un rôle de nettoyage. Ça veut dire tous les spermatozoïdes mal formés, voilà, quand il y a des erreurs et tout, elle va se charger de nettoyer ça. Donc, c'est un rôle nourricier. Donc, cellules de Sertoli, rôle nourricier, et puis rôle de nettoyage, parce que les cellules de Sertoli vont phagocyter les déchets et les corps résiduels. On en reparlera dans une autre vidéo. Donc voilà, deux grandes fonctions des cellules de Sertoli. Mais il y en a une autre qui est intéressante. C'est qu'en fait, il faut savoir que les cellules de Sertoli sont reliées entre elles par un complexe de jonctions étanches et de jonctions communicantes. Et ce qui est surtout important, c'est étanche, en fait. Donc, parce que ces complexes de jonctions étanches et communicantes, en fait, ça va former une barrière, donc étanche. Et c'est très important de dire qu'elle est étanche. Et cette barrière s'appelle la barrière hémato-testiculaire. Et pourquoi je souligne le fait que c'est très important de savoir qu'elle est étanche? Parce qu'en fait, elle va empêcher toute fuite de spermatozoïdes intratubulaires vers la circulation sanguine et lymphatique. Et donc, de ce fait, les spermatozoïdes seront à l'écart du système immunitaire, et ce qui est très bien, parce que si c'était le cas, les lymphocytes viendraient attaquer les spermatozoïdes, et ce serait pas bon du tout. Donc voilà. Espérons que nos barrières hémato-testiculaires soient bien étanches. Voilà. Et puis, donc, par conséquent, on devine très aisément que la composition du tube séminifère diffère radicalement de la composition du milieu intérieur. Donc voilà, ça, c'est évident. Autre petite chose intéressante sur les cellules de Sertoli, c'est qu'elles ont un cytoplasme, donc un réticulum endoplasmique lisse avec des inclusions lipidiques très développées. Donc un gros réticulum endoplasmique lisse avec beaucoup d'inclusions lipidiques, c'est caractéristique des cellules qui produisent des hormones stéroïdes. Donc on viendra plus en détail là-dessus, on va développer dans une autre vidéo, mais sachez que les cellules de Sertoli, elles produisent des hormones stéroïdes, et pas seulement, elles produisent aussi des hormones protéiques,
1 parce qu'elle a aussi un réticulum endoplasmique granulé qui est élevé aussi. 1. Donc voilà. Par contre, à propos d'hormones stéroïdiennes, je vais vous parler des cellules de Leydig. Donc je vous ai dit que dans le tube séminifère, tu as les cellules germinales et tu as les cellules de Sertoli, mais et c'est là, il ne faut pas se mélanger les pinceaux, et entre les tubes séminifères, tu as un tissu conjonctif richement vascularisé dans lequel on trouve les cellules de Leydig. Donc en fait, les gens ils disent Leydig. Mais moi je dis souvent Leydig parce qu'en général, le G à la fin d'un mot, normalement ça se prononce Ch. Mais je pense que vous n'avez rien à faire parce que c'est pas le sujet principal de la vidéo. Donc les cellules de Leydig sont des grosses cellules polygonales qui entourent, comme je vous l'ai dit, les tubes séminifères. Et elles ont un réticulum endoplasmique lisse avec des inclusions lipidiques très développées, ce qui est une caractéristique des cellules qui produisent des hormones stéroïdes. Et par ailleurs, les cellules de Leydig sécrètent 95% des hormones mâles qui sont dosées dans le sang. Voilà. Mais elles ne produisent pas d'hormones protéiques, contrairement aux cellules de Sertoli. Voilà. Donc là, je vous ai bien mis dans le bain. Où est-ce que ça se passe? Donc on revient à ce phénomène centripète de la spermatogénèse qui dure 74 jours. Voilà. Donc au début, tu as la cellule souche dont je vous ai parlé bien avant dans la vidéo. Enfin, tu as les cellules souches, tu as la lignée germinale qui sont constituées de spermatogonie. Donc en fait, avant la puberté, les testicules sont remplis de spermatogonie de type A1. Donc tu as un gros stock. Hein. Et puis, après la maturité sexuelle, ou plutôt disons la puberté, tu as les spermatogonies A1 qui vont continuer à se diviser, donc pour garder un certain stock, mais tu as certaines spermatogonies A1 qui vont se différencier, qui vont donc rentrer dans la voie de la spermatogénèse. Et donc tu vas avoir, donc les scientifiques ils ont classé ça comme ça, tu as les spermatogonies de type A1, A2, A3, A4, donc je vous le rappelle, hein, avant la puberté, on n'a que les spermatogonies de type A1. Ensuite, différenciation, tu as toujours un stock de spermatogonies A1 qui continue à se multiplier pour garder un stock, mais tu en as qui vont se différencier en spermatogonie type A1, A2, A3, A4, spermatogonie de type intermédiaire pour finalement aboutir à la spermatogonie de type B. Et donc, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que les spermatogonies ont subi la mitose. Parce que, comme je vous l'ai dit bien avant dans la vidéo, la première étape, donc que ce soit pour l'homme ou pour la femme, la première étape de la gamétogénèse, ça commence toujours par des mitoses. Donc voilà, les spermatogonies subissent la mitose. Jusqu'à la spermatogonie de type B. Cette mitose, elle dure 27 jours. Donc, là, j'ai pas de moyen technique pour ça, mais bon, c'est 27. Donc 27 jours de mitose, et ensuite il va y avoir une étape très rapide, hein, qui est la deuxième étape. Pareil chez l'homme et la femme, c'est pareil, c'est la deuxième étape. Après la mitose, suit la phase d'accroissement et de duplication de l'ADN. C'est une phase de très courte durée, hein, donc elle ne se compte même pas en jours. Et puis en fait, les spermatogonies, donc ce sont les spermatogonies qui vont, donc les spermatogonies de type B ici, en l'occurrence, qui vont subir cette phase d'accroissement et de duplication d'ADN. Et donc après, on rentre à la méiose. Parce que, comme je vous l'ai dit bien avant, la spermiogénèse, la cytodifférenciation cellulaire chez l'homme, c'est la dernière étape. Donc, avant, tu as la méiose. Et la méiose, elle est entamée par les spermatocytes. Donc, on a dit la duplication d'ADN, accroissement du volume cellulaire. Eh ben, elle a été réalisée par les spermatogonies, et les spermatogonies vont ainsi devenir des spermatocytes. Et c'est les spermatocytes qui vont subir la méiose. Donc moi, j'ai un petit moyen mémotechnique pour parfois ne pas trop m'emmêler les pinceaux, je sais pas ce que ça vaut, mais en fait, site, ça renvoie à Star Wars. Et qui dit Star Wars, dit côté clair, côté obscur. Donc pour l'instant, c'est clair. Voilà. Et donc, il y a deux camps dans Star Wars. Tu as le côté de la force qui est clair, et tu as le côté obscur de la force. Donc ça fait deux. Et on sait que dans la méiose, tu as deux grandes étapes. Donc tu as la division réductionnelle, la division équationnelle. Donc on va être amené à parler de spermatocyte 1, spermatocyte 2. Mais si vous ne connaissez pas Star Wars, par contre, je ne peux rien pour vous. Mais donc tu as spermatocyte 1 et spermatocyte 2.
Hein, Scythe comme la revanche des Scythes, hein, pour au cas où si vous n'avez pas compris. Donc, ce sont les spermatozoïdes. Donc, c'est ça qui fait que c'est les spermatocytes qui vont subir la méiose. Et après la méiose, il y a cette fameuse étape dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est la spermiogénèse, hein, qui est en fait la cytodifférenciation chez l'homme. Et la spermiogénèse va consister à faire passer des spermatides rondes en spermatides allongées. Parce que oui, en fait, les cytes, hein, donc les spermatocytes, quand ils ont subi la méiose, ils sont devenus des spermatides rondes. Et après les spermatides rondes, ben, ils vont devoir devenir des spermatides allongés grâce à la spermiogénèse. La spermiogénèse se déroule en 3 étapes simultanées, qui sont la condensation du noyau, la formation du flagelle et la formation de l'acrosome. Et ça, ces 3 grandes étapes, on va les développer en détail dans la prochaine vidéo. Donc, une autre chose que j'ai pas trop méga développé, c'est à propos de ce cycle de 74 jours. Donc, je vous ai dit, hein, la mitose, qui est la première étape, chez l'homme comme pour la femme. La mitose, elle dure 27 jours. Tu as une duplication d'ADN et un accroissement du volume cellulaire qui ne se compte même pas en jours, donc une étape très rapide. Ensuite, tu as la méiose et ensuite tu as la spermiogénèse. La méiose, elle dure 24 jours et la spermiogénèse, elle dure 23 jours. Donc ça fait mitose 27, méiose 24, spermiogénèse 23. Et tout ça additionné, ça te fait les 74 jours du cycle de la spermatogénèse. Voilà. Donc, prochaine vidéo, on va développer la spermiogénèse. Spermiogénèse 23 jours, 3 événements simultanés, condensation du noyau, formation du flagelle et formation de l'acrosome. Hein. Voilà, en fait, il faut savoir que dans la spermiogénèse, tu auras une grosse synthèse d'ARN qui vont permettre, donc ça va être très en lien avec ce qu'on va expliquer, ces 3 événements simultanés. Et puis, si jamais vous avez des remarques ou des trucs qui sont pas bien expliqués du tout, vous pensez, ou bien des trucs où vous pensez que je me suis trompé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis, j'espère que cette vidéo aura été au moins d'une quelconque utilité. Et puis, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas quand même à mettre un petit pouce bleu. Et puis, je vous souhaite des bonnes révisions. Et puis, à la prochaine pour une prochaine vidéo. En fait, il y a plus de spermatozoïdes que la population entière de la France. Non, ce qu'un homme peut éjaculer.